Difficile, complexe et sensible, les adjectifs n'ont pas manqué le week-end dernier lors des nombreuses prises de parole faites à l'occasion du congrès des élus sur la question du futur Sénat coutumier Bouchiningué, l'un des points qui était inscrit à l'ordre du jour. On écoute l'intervention du député David Riman, puis on revient. Moi, je ne suis pas forcément enclin aux différents Sénats qui sont proposés à mettre dans le document. On est en train de schématiser ce que le colon a fait sur nous. On crée des structures pour que chacun puisse sauvegarder, pérenniser ce qu'il est en fait au plus profond de lui. Moi, j'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas en place un lieu sacré où tout le monde serait égaux, quel que soit le nombre sur le territoire? On parle de destin commun, on parle de faire peuple, de faire sens. L'identité guyanaise, elle est multiple. Moi, je dois avoir la même force, me battre pour la culture bouchiningué, pour la culture amérindienne et toutes leurs traditions. Et inversement pareil. C'est ça qui va faire le bloc final de ce territoire-là. On n'est pas obligé de faire comme d'autres endroits ailleurs. On peut inventer quelque chose qui soit à nous, où nos ADN, nos identités sont dedans. Et que personne ne soit mis sur le côté, justement. C'est ça la réalité. Quel que soit le nombre qu'on est, on doit pouvoir se faire connaître, comprendre, entendre. Toutes ces divisions-là qui nous ont amenés à ces sortes de choses-là, elles n'émanent pas de nous, les collègues. Elles émanent de l'autre. Celui qui est venu ici, qui a foutu le merdier, qui a eu un rôle génocidaire, un rôle d'assimilation. La colonisation, ce n'est pas un bienfait, comme certains peuvent penser. Ayons l'intelligence collective de créer un modèle où est-ce que chacun pourra s'identifier dans toute sa singularité. Voilà, David Riman, donc le week-end dernier lors du congrès, la résolution a finalement été adoptée après presque 2 heures de débat, preuve que le sujet nécessite qu'on y revienne ce matin pour comprendre toute l'évolution du processus qui est en cours. Plus que jamais, les échos de l'histoire continuent d'avoir une incidence sur les discussions actuelles. C'est en substance ce qu'a déclaré Félix Dada, le maire de Grand-Santi. Il faut comprendre les choses. On a des Djouka, on va dire Bouchiningué, où il y a 6 ethnies déjà. Mais moi, je pense que pour construire un peuple, il faut réunir tout ça et faire vraiment comprendre le comment et le pourquoi. Si les Aloukou doivent dominer, c'est parce que les Aloukou ont travaillé pour dominer. Ils sont arrivés en 1776, les Aloukou ont décidé d'eux-mêmes de s'installer sur la rive française. Et après, il y a les expatriés, les Djouka, Paramaka, Saramaka. Moi, ça ne me pose aucun problème. Mais pourquoi ils ne portent pas les dates d'arrivée en Guyane française des expatriés? Pourquoi on ne donne pas ces informations aussi dans le document? Les Djouka sont arrivés après telle date, les Paramaka, les Saramaka, les Kotika aussi qui sont arrivés aussi. Il ne faut surtout pas créer des entités qui vont encore nous diviser. Voilà donc l'appel à l'unité du maire de Grand-Santi, Félix Dada, qui a soulevé, malgré tout, on vient de l'entendre, les raisons historiques qui sont à l'origine de la composition du Sénat coutumier Bouchiningué. Bonjour Jean Moumou. Bonjour Monsieur Zamit. Et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien, professeur des universités et vous travaillez depuis longtemps maintenant sur les sociétés en marge du monde colonial et post-colonial. En quelques mots pour commencer, votre impression suite au débat de la semaine dernière, c'est quoi? Je suppose que vous avez suivi et écouté ce qui a été dit à la CTG avant même d'entrer dans les détails. J'aimerais savoir le regard de l'historien sur finalement le rôle complexe, le poids de l'histoire qui continue d'être présent. Pour faire l'union, il ne faudra pas éluder toutes ces questions-là. Tout à fait. Alors, ce que je trouvais, je vais me positionner, je suis pas là pour prendre part en disant c'est mauvais, c'est bien, et en même temps critiquer d'autres. Donc, une pensée qui reste assez juste, parce que l'histoire permet de comprendre les choses. Et Félix Dada, le maire de Grand-Santi, a évoqué cet aspect-là. Oui. Alors, ce que j'ai trouvé en tant que historien, c'est la première fois, on va dire vraiment, où les peuples des marges arrivent à s'exprimer au sein d'une assemblée et dire ce qu'ils pensent de quelque chose. Oui. Je pense que la démocratie, à ce niveau-là, a bien fonctionné, même si c'est un discours cadré, etc., où tout ne pouvait pas être dit. Donc, pour souligner cet aspect, formidable espace d'expression, et les peuples ont pu dire, les groupes des marges, les groupes socioculturels des marges, ont pu dire un peu ce qu'ils pensaient et comment ils voulaient se représenter. Tout le monde s'est exprimé et tout le monde a dit, je crois, évidemment on n'a pas passé là ce matin les extraits de toutes les personnes qui ont pris la parole sur ce sujet-là, mais enfin l'appel à l'unité, il a été quasiment omniprésent dans toutes les bouches, Jean Moumou. Oui, effectivement, c'est vrai, pour faire peuple, il faut qu'il y ait une certaine... il faut qu'il y ait une unité. Mais en même temps, je pense qu'on ne peut pas, et ça c'est le discours du politique, euphémiser tant d'histoires complexes au niveau de la Guyane et les résumer, si vous voulez, en
en 2 minutes, en 3 minutes. Ce n'est pas possible. Il y a une complexité de l'histoire de la société guyanaise. Et ce que pour rebondir sur ce que disait le député de la Guyane, parlant de merdier, en même temps, les malheurs de la Guyane ne relèvent pas uniquement de l'histoire coloniale. Voilà. Deuxième point, quand il a parlé également en gros, j'oublie un peu ce qu'il a dit là, mais si on revient dans l'analyse globale, la Guyane, les hommes politiques doivent connaître les peuples qu'ils gouvernent. Oui. Et ça, il y a un déficit au niveau de cet aspect-là. Et quand on regarde l'histoire de l'assimilation, les Antillais-Guyanais, et Serge Mamlamfouk, c'est pas Jean Moumou qui le dit, l'historien guyanais, les Antillais-Guyanais ont revendiqué leur attachement à la France pour ne pas ressembler à des Africains et considérés comme des vrais Français, des Français à part entière. Alors certains peuvent contester aujourd'hui. Il y avait par exemple la fête du tricentenaire du rattachement où les Antillais-Guyanais fêtaient leur attachement à la France. Eh bien, les populations comme les Amérindiens, les Bonis en particulier, parce que les Bushinengue, c'est un terme actuel. C'était les Bonis au départ. Eh bien, ces populations étaient considérées comme des sauvages, des peuples primitifs qu'on devait amener à la civilisation. D'ailleurs, on parle depuis quand, Jean Moumou, de Bushinengue exactement? Alors, le terme Bushinengue, ça existait de toute façon, mais sa popularité au niveau de la Guyane, c'est en gros véritablement à partir des années 80, mais surtout 90. Puisque ces peuples-là, les 6 groupes dont parle le maire de Grand Santi, c'est vrai, il y a 6 groupes, mais j'ajouterais un autre groupe qu'on oublie souvent, ce sont les Redimoussou, qui, eux, sont intégrés dans le groupe Diouka, mais il y a ce groupe a une indépendance vis-à-vis des Diouka, même s'ils sont dans le Tapanaouni. Donc, à partir de Félix Dada a évoqué l'idée qu'on n'a pas évoqué les dates des autres groupes, mais le premier texte que les capitaines ont proposé, il y avait l'ensemble des dates. Les Diouka arrivent en Guyane française, sur le Maroni, rive française, avec l'activité aurifère. Grand Santi est né en 1886. Ça veut dire finalement qu'à l'occasion de tous les débats actuels qui sont menés, il faut en profiter pour faire de l'histoire et pour expliquer finalement à tout le monde ce qui s'est passé. Tout à fait. Ouais. Les Diouka arrivent en 1886, les Sahamaka au début des années 1890, les Pamaka arrivent sur le Maroni, rive hollandaise, en 1830, et puis il a cité les Kotika qui arrivent à partir de 1986 avec la guerre civile du Suriname. Mais l'ensemble des groupes, en dehors des Bonis, revendiquaient leur attachement à la Hollande. Ces groupes-là faisaient allégeance à la Hollande et à la République du Suriname. Et puis les Bonis, il faut le reconnaître, depuis 1776, on a les documents où ils demandaient à ce que la France les reconnaisse. Et ça se fait en 1965. À quel point, Jean Moumou, quand vous parlez de ce sujet-là, de cet aspect-là de l'histoire, avec les Guyanais de manière générale, même si ça ne veut pas dire grand-chose, en tout cas avec la population guyanaise, mais aussi avec les hommes et les femmes politiques du territoire, à quel point cet aspect-là est finalement mal connu parce que complexe. Et d'ailleurs, c'est ce que vous écrivez dans un article, vous parlez de la difficulté des chercheurs eux-mêmes à cerner cette construction identitaire complexe. C'est vrai que c'est difficile à comprendre. Ben oui, l'histoire est complexe par définition. C'est pour ça un historien, un vrai historien, va pas chercher à donner une pensée binaire. Il va toujours chercher de la nuance. Comme disait un auteur, je vais pas citer son nom, et même mon beau-père le disait, entre le blanc et le noir, pas au niveau de l'humain, il y a le gris. Et je pense que c'est ça qui fonde les relations humaines aussi. Donc, il y a d'un côté les méchants, de l'autre côté les bons. Je suis désolé. Dans toutes les sociétés du monde, on a de la violence. On a des processus de domination. Autre mot aussi que je relève au niveau du discours, les Bonis revendiquent, ou les Aloukou on les appelle, d'avoir une primauté au niveau de l'organisation de ce futur Sénat coutumier, parce qu'ils considèrent qu'au Suriname, ils ne sont pas représentés du tout politiquement.
Prenons par exemple la date du 10 octobre 1760 qui est fêtée, qui est la date qui symbolise, si vous voulez, la fête des peuples marrons. Ben oui, mais un Sahamaka peut pas s'y retrouver parce que les Sahamaka ont signé leur traité de paix aussi avec les Hollandais en 1762. Un Aluku Boni ne peut pas s'y retrouver parce que au moment où ces traités ont été signés, eh bien c'était dit oui, il y a les traités de paix, mais vous devez nous aider à chasser les autres marrons. Donc ça aussi, vous comprenez la complexité. Là aussi, les Boni comme les Diouka, comme les Sahamaka, les Pamaka n'ont pas eu droit à dire nous voulons que ça soit telle date. Oui. Qu'est-ce que vous pensez du coup, Jean Momou, de cette lecture finalement, de cette appréciation de l'histoire, de dire les Aloukou sont les premiers qui sont arrivés en Guyane. On a entendu parler lors du congrès de la semaine dernière cette fameuse date de 1776 quand le chef Boni a décidé de quitter le Suriname et de franchir le Maroni pour venir s'installer en Guyane française. Qu'est-ce que vous pensez, voilà, de retenir cette date pour légitimer en quelque sorte leur place en nombre plus importante au sein du futur Sénat coutumier? L'idée de penser, c'est pas histoire de prendre parti, mais je vais dire, on peut comprendre leur logique, c'est-à-dire leur revendication, puisque n'étant pas présents au Suriname, même s'il y a des Aloukou là-bas, mais ils ne participent pas à la vie politique du Suriname en tant que tel. De la même manière, de ce côté-là, oui, il faut intégrer les autres groupes, mais en même temps, ils estiment il faut qu'ils aient un nombre supérieur. Parce que de l'autre côté, ils n'ont pas une participation. Mais en même temps, c'est pas uniquement la date de 1776. Il faut remonter aussi au récit, au discours, aux lettres que les gamins, les autorités spirituelles et temporelles adressaient au gouverneur de la Guyane, au gouverneur et même au président de la République, etc., pour demander leur appartenance à la France. Oui. Donc ça aussi, ça se joue. Et puis après, aujourd'hui, les choses évoluent. Les Boni ne peuvent pas créer une structure sans intégrer les autres non plus. Et puis ils ont fait fort. Ils ont même demandé à intégrer les Hmong. Là aussi, regarde les débats, oui. Puisque les Hmong partagent énormément de choses en commun avec les populations de l'intérieur, notamment la religion. Vous avez parlé des grands mands, Jean Momou, leur rôle justement, qu'est-ce qu'on peut en dire? Puisqu'aujourd'hui, seul le grand mand Aloukou est installé en France, les autres sont au Suriname, c'est bien ça? Tout à fait. Ouais. Les grands mands des Aloukou depuis 1800, on va dire 60, il y a un grand mand qui est venu ici dans les années 1860, 1865, à Cayenne, où la France décide d'intégrer, de prendre en compte ce groupe-là. Et puis après, il y en a d'autres qui ont fait des visites officielles à Cayenne aujourd'hui. Si vous voulez, il faut que en Guyane, comme les Amérindiens revendiquent leur autochtonisme, il faut comprendre leurs revendications. Cependant, ce concept-là ne devrait pas devenir un élément piégeant. Il faut reconnaître bien sûr la préséance de ces groupes en Guyane. Mais c'est pas parce que l'ONU, admettons, a décrété que les peuples qui existent avant la colonisation doivent avoir un traitement différent. C'est un peu normal. Cependant, c'est pas au nom de tout ça que tout ce qui se passe en Guyane, à mon sens, comment expliquer ça, devrait que les autres Guyanais ne puissent pas trouver une place, en fait. J'ai pas envie de trop développer non plus. Il faut qu'il y ait un dialogue entre ces différents groupes. Et le député l'a évoqué, mais ce dialogue ne peut être possible qu'à l'issue d'un traitement singulier des contentieux historiques qui existent à l'intérieur de cette Guyane-là. Et puis la Guyane ne se résume pas aux trois peuples non plus. Et les autres qui sont arrivés. Le contentieux historique, quand vous regardez finalement, quand vous comparez ce qui était dit il y a encore quelques années et la qualité des débats aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'on en parle un petit peu mieux, qu'on connaît un petit peu mieux, ou bien il y a encore des crispations finalement qui sont présentes? Oui, il y a quand même une libération de la parole
les Guyanais circulent. Il y a des Bushinengués de l'intérieur, des Amérindiens, des Créoles qui visitent, qui circulent en Guyane. Oui. Et puis la relation aussi, on n'a pas le temps en radio de tout développer. La relation quand les populations sont en situation, ben elle est différente. Les Créoles du Maroni avec les Bushinengués, c'est un rapport différent par rapport aux Bushinengués et les Créoles du littoral et inversement. Donc le rapport à l'autre en situation change. Oui. Mais pour que cela change également, il faut véritablement, on le dit souvent, mais c'est vrai, on crée pas un monde de pangloss. C'est pas la réconciliation nationale comme certains rêvent qui va faire quelque chose. Mais en tout cas, cette réconciliation n'est possible que s'il y a un véritable débat de société et non pas empêcher l'autre de s'exprimer. On a rapidement abordé, Jean Moumou, le rôle des grands monts. Qu'est-ce que vous pensez de cette juxtaposition, entre guillemets, avec d'un côté le rôle, le pouvoir des grands monts et de l'autre le pouvoir des élus et de la politique? Mais je pense que c'est ça l'originalité de la Guyane. L'originalité du Suriname, c'est pareil. Bon, les hommes politiques du Suriname n'ont pas, je vais dire qu'ils ont mieux compris le système, mais en Guyane, c'est un peu compliqué. Et ce que j'ai même dit à certains acteurs politiques, pour éviter le renouvellement de ce qui s'est passé chez les Boni en au début des années 90, en ayant deux gouvernements, ben là aussi, le politique du littoral a joué un rôle dans ces divisions-là. Donc, il faut qu'il y ait un dialogue entre les deux, mais en aucun cas, à mon sens, il faut qu'il y ait ingérence. À partir du moment où il y a ingérence, il y a problème. Mais quand on regarde bien ces sociétés bushinenguées ou amérindiennes qui ont bien fonctionné loin du monde colonial, sans l'apport du système politique, ils ont bien géré les conflits. Eh bien, c'est un système à garder. Ce sont des bons médiateurs culturels. J'aimerais qu'on revienne d'ailleurs à ce propos sur des propos tenus par Davy Riemann. On l'a entendu, c'est quelque chose qui revient très régulièrement, à savoir le rôle qu'a joué le pouvoir colonial français au 19e siècle. Et c'est ce que vous écrivez d'ailleurs, Jean Moumou. La France cherche à prendre le contrôle politique et économique du Maroni et les Boni, je vous cite, apparaissent aux yeux des autorités coloniales comme un atout en mesure de surveiller cet espace. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Est-ce que vous pourriez revenir sur cette période-là? Alors justement, les Boni vont jouer un rôle d'intermédiaire, de surveillance de la frontière. Et il faut pas oublier qu'au départ, le rêve de la France, c'était d'amener les Boni à Mana, dans les années 1860. Et puis finalement, pour développer Mana, développer l'agriculture. Et finalement, avec la découverte de l'or, eh bien, on a besoin de cette main-d'œuvre. Donc, à la fois les orpailleurs créoles, des Antilles, des Saint-Luciens qui arrivent sur le Maroni, empruntent les canaux des Boni, des Djouka, etc., ou des Pamaka. Donc la France va s'appuyer sur ses chefs pour pouvoir gérer la frontière, surveiller la frontière. Et en même temps, jouer un rôle aussi dans leur adoubement. Parce que même encore aujourd'hui, un gamin peut être nommé comme au Suriname, mais si le pouvoir politique ne l'adoube pas, ben, les gens du village ne le considèrent pas tellement. Et on l'avait vu avec le gamin Joachim Adochini et le grand-mont Doudou à Papaïcheton. Ben, quand la France ne l'avait pas reconnu, ben, les gens considéraient plus l'autre grand-mont reconnu par le Conseil général de l'époque. Et puis lorsque Jacques Chirac l'avait reconnu, eh ben, ça y est, tout le monde était soulagé. Hein? Donc voilà, donc le pouvoir colonial a utilisé ces acteurs politiques locaux, mais en même temps, ces acteurs politiques locaux ont fait un travail non pas gratuit. Ils avaient une pension chaque mois, chaque année. On envoyait même des lettres que j'ai trouvées où on disait au grand-mont, mais ça fait 2 mois, vous n'êtes pas venu chercher, ça fait 1 an, vous n'avez pas vu pour venir récupérer votre pension. Quand le grand-mont tombait malade, par exemple, le grand-mont Diffou, en 1938-42, eh ben, il était traité comme un officier à Cayenne. Donc, ça aussi, certes, on va dire que le pouvoir colonial a utilisé ces populations, mais ces populations l'ont utilisé aussi. C'est des moments de négociation. Vous savez, qu'appelle-t-on les relations humaines?
ce sont des relations, ce que j'ai appelé des relations qui empruntent la forme de négociation permanente. Alors la négociation peut être un refus, ça peut être des accommodements, hein, ça peut être aussi de l'acceptation. On a accepté aujourd'hui cet aspect-là d'histoire. De quoi? Là, cet aspect, quel aspect? On en a dit quelques mots sur les divisions qui sont nées finalement de la présence coloniale française. Quand on voit encore les déclarations qui ont été faites le week-end dernier, on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore réglé. Oui, bon, je pense, mais il y a aussi, il y a différentes postures à adopter. L'homme politique et aussi, c'est son rôle, hein. Il faut trouver un bouc émissaire. Je suis d'accord. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est vrai, l'histoire coloniale structure encore les imaginaires. Eh oui. Il y a des conséquences encore. Mais je pense que, à travers nos lectures, nos analyses, cette expérience coloniale est différente d'un territoire à l'autre. La Guyane, peut-on comparer la Guyane à l'Afrique? Je ne pense pas. Peut-on comparer la Guyane à l'Afrique, mais peut-on la comparer aussi, et ce sera ma dernière question, à la Nouvelle-Calédonie? Je cite de mémoire les propos qui ont été tenus par le maire de Grand-Santi, Félix Dada, selon qui il ne faut pas confondre la situation guyanaise et celle de la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que dès qu'on parle d'évolution statutaire, et on en parle beaucoup en ce moment, évidemment l'exemple de la Nouvelle-Calédonie arrive assez rapidement sur la table. Bon, le député David Riman, quand je l'ai écouté, il a dit quelque chose de juste. Il faut que la Guyane crée quelque chose d'assez original. Il a tout à fait raison. Félix Dada a dit la même chose. C'est ça, je dis même dans mes cours, hein, dans mes recherches. À quoi bon importer des concepts qui nous piègent aussi, qui piègent les individus? Et de répéter finalement les erreurs du passé. L'histoire de la Nouvelle-Calédonie n'a pas de... On peut pas comparer cette histoire au modèle guyanais. Ce n'est pas possible. Donc, pareil, il y a une tendance aussi à importer le modèle canadien en Guyane française. Ce n'est pas du tout l'expérience de l'Église catholique au Canada n'a pas été la même en Guyane française. Donc là aussi, il y a des éléments à prendre, bien sûr, dans le modèle de la Nouvelle-Calédonie, mais on ne peut pas faire l'alpha et l'oméga de la Guyane. J'avais beaucoup d'autres questions à vous poser, Jean Momou, mais malheureusement, il est déjà 7h36. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On terminera là-dessus. Il faut que la Guyane trouve sa voie, entre guillemets, je le rappelle pour ceux qui auraient pris l'interview en cours. Vous êtes Jean Momou, historien et professeur des universités. Merci beaucoup. Très bonne journée. Au revoir, merci. À bientôt.